Salut, c'est Pépette, bienvenue sur la chaîne qui te permettra de briller en société, l'air de rien. Aujourd'hui, nous parlons littérature. Oui, en cours de français au lycée, on va à l'essentiel. On nous glisse quelques anecdotes sur les auteurs et on se concentre sur le texte normal. Résultat, les élèves voient souvent les auteurs comme des momies desséchées à la vie lisse. Et pourtant, les monstres sacrés de la littérature étaient des hommes et des femmes comme les autres. Un peu trop d'ailleurs. Allez, petite sélection d'auteurs au tempérament bien gratiné. Guy de Maupassant ne cachait pas son fort appétit sexuel. On verra un de ses compagnons de luxure vers la fin de la vidéo. Il y a ceux qui, comme moi, aiment les plaisirs simples comme commander un cappuccino et il y a ceux qui, comme lui, préfèrent écumer les bordels. Entre autres, il se shootait aussi à l'éther. Il prétendait pouvoir accomplir 20 étreintes par nuit et comme ce n'est pas un vantard, il l'aurait fait constater par huissier. Je ne te dis pas l'état de l'huissier à la fin du constat. Arriva ce qui devait arriver. À 27 ans, il contracta la vérole. C'est très moche comme maladie. Aujourd'hui, on l'appelle la syphilis. Alors, ça commence par des petits boutons rouges non douloureux sur les parties génitales et dans la gorge. Ensuite, vous en aurez sur les mains et sur les pieds. Alors, pour vous la faire courte, vous allez avoir un état grippal, paralysie des membres, vous serez aveugle et vous aurez des crises de démence. Voilà. Quand on vous dit de sortir couvert, ce n'est pas pour nourrir le lobbying des vendeurs de petits ballons. C'est pour vous éviter des souffrances inutiles. Au début, il fanfaronne, sans doute le déni, et comme il dit ne plus avoir peur de l'attraper, il prend un malin plaisir à contaminer toutes les prostituées qui ont le malheur de croiser son chemin. Alors, s'en vantant à un ami dans une lettre, il dit, et je cite, « Je baise les putains des rues, les roulures des bornes, et après les avoir baisées, je leur dis, j'ai la vérole. Elles ont peur, et moi, je ris, ce qui me prouve que je leur suis bien supérieure. » Sympa. Sauf qu'il va vite ravaler son sourire sadique, parce que les traitements à base de sirop de cyanure et d'arsenic ne le soignent pas. La syphilis ne lui laisse aucun répit. Oula, 16 ans de souffrance atroce. Il écrira même que les chiens qui hurlent expriment parfaitement son état. Il meurt à 43 ans d'une paralysie générale. Il serait naïf de croire que les philosophes des Lumières aimaient tout le monde, mais alors Voltaire, ah non mais on est loin de l'empathie. Les femmes, des girouettes qui se fixent quand elles rouillent. Les juifs, cette nation est à bien des égards la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. L'islam, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, alors de tous les tyrans, c'est le plus criminel, fermez les guillemets. La religion chrétienne, la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanguinaire qui ait jamais infesté le monde. Alors, il faut savoir que ces écrits sur l'Église, pas toujours fondés, ont contribué au sentiment anticlérical durant la Révolution française, aux perquisitions et aux massacres aussi. Les Noirs, il était négrier et ils s'en cachaient un peu d'ailleurs. Moi, ça me fait toujours sourire quand je vois une école porter son nom. Jean-Jacques Rousseau. Oh, le pauvre, il s'en est pris plein la tronche. Voltaire, l'ami des nantis à qui tout sourit, ne supportait pas que Jean-Jacques, le misanthrope dépressif, s'attaque avec virulence aux inégalités sociales. Libéré de l'armée, sans un sou, désireux d'entrer à West Point, Edgar Allan Poe loge chez sa tante et utilise sa cousine Virginia Clem comme pigeon voyageur pour transmettre des courriers d'amour à Marie Devereux, la voisine. Oui, être couvert de dettes n'empêche pas de compter fleurette. Sa tante a beaucoup de bouche à nourrir et aimerait bien qu'il lui dise au revoir, à défaut de participer un peu plus aux frais de la maison. Alors, le ciel entend ses prières. En 1830, le voici intégrant la célèbre académie militaire, oui, sauf que la discipline ne lui plaît pas du tout et que son père adoptif rechigne à payer la scolarité. Alors, Edgar Allan Poe se fait volontairement renvoyer et revient chez qui, à votre avis? Chez Tati, bien sûr. Il retrouve Virginia qui se pâme toujours d'admiration devant lui. Ma foi, la demoiselle a bien grandi. Ce qui devait arriver arriva. Coup de foudre au salon. Il démarre une carrière de journaliste, de pigiste nègre surtout. En gros, il écrit pour les autres pour un salaire dérisoire.
et décide d'épouser Virginia, qui, je vous le rappelle, au cas où vous n'auriez pas bien suivi, est sa cousine germaine. À l'époque, ce n'était pas tant la consanguinité le problème. Il a 26 ans, elle en a 13. Bon, elle est mineure, alors ça commence mal, même pour l'époque. Forcément, la future tante belle-mère s'y oppose. Non seulement il est trop âgé, mais il est fauché. Bon, c'est surtout ça, le vrai point. Elle accepte quand Edgar lui promet de prendre soin de sa fille, mais aussi d'elle-même et de son fils. Le mariage étant légalement problématique, un cousin viendra certifier sur l'honneur devant un juge manifestement myope comme une taupe que la fiancée a bien 21 ans. Ils vécurent moyennement heureux. Virginia mourut à 24 ans d'une tuberculose, laissant Edgar Allan Poe alcoolique. Louise Collet, poétesse de son état, 4 prix à l'Académie française, aurait moyennement apprécié les bad buzz sur les réseaux sociaux. Le journaliste Alphonse Karr en sait quelque chose. Il dévoile dans un article sa liaison avec le philosophe Victor Cousin. Pas rancunière pour 3 sous, prouvant à tous les barbus, poilus, misogynes que la femme sait maîtriser ses émotions, elle tente de poignarder l'infâme journaliste devant chez lui. Là, un vrai film de Hong Kong. Probable ancêtre de Chuck Norris, Alphonse Karr, par le coup, récupère l'arme et magnanime, lui demande avec élégance de bien vouloir débarrasser le plancher. Narrant l'histoire à un ami, il reconnaîtra avoir mal agi en écrivant ce torchon et s'en excusera auprès de la gente féminine. Toujours auprès de son pote, il l'a pas dit publiquement. Non sans ajouter, dans un esprit de fraternelle camaraderie envers l'autre sexe, j'ai bien raison de dire que ces femmes de lettres sont de bien mauvaises femmes de ménage. En voilà une qui vient de dépareiller une douzaine de couteaux. Oui, mesdames, puisqu'on vous dit qu'il s'est excusé. Gustave Flaubert malmenait ses personnages, la mort de Madame Bovary nous le prouve. Homme de caractère, il clashait aussi ses collègues qui pourtant ne lui demandaient rien. Bon, remarquez qu'ils s'envoyaient tous des vannes, mais Gustave Flaubert aurait fait fureur sur les réseaux sociaux. Jugez plutôt Lamartine. Un esprit eunuque, la couille lui manque, il n'a jamais pissé que de l'eau claire. Balzac. Quel homme eût été Balzac s'il eût su écrire? Enfin, aucun respect pour son aîné de 20 ans. Musset. Mais quel piètre coco que le sieur Musset. Pour information, la maîtresse de Gustave Flaubert avait confondu son lit avec celui du piètre coco de Musset pendant un temps. Rancunier? Non, pensez-vous. Victor Hugo à propos des Misérables qu'il fit semblant d'aimer publiquement. Immonde et inepte. Cela prouve qu'un grand homme peut être sot. Ce à quoi Victor Hugo, le badass, lui aurait répondu « Moi aussi j'ai fait semblant d'aimer Madame Bovary en premier, quand le berger répond à la bergère. » Oui, il se shootait à l'opium. Oui, il transformait l'histoire avec un grand H selon ses intérêts. Mais Victor Hugo, le père de Cosette, avec son appétit sexuel débridé, rendait le beau sexe bien malheureux. Ah oui, Casanova en aurait pâli de jalousie, rendez-vous compte. À 17 ans, le jeune Victor Hugo courtise dans la chasteté la plus totale son amie d'enfance Adèle Fouché. En 1822, il l'épouse enfin et l'aurait honorée 9 fois durant la nuit de noces. Alors, ils auront 5 enfants, mais Adèle a de plus en plus de mal à supporter les marques d'amour physique de son époux. Alors, va comprendre pourquoi. Elle le trompe. Un véritable tremblement de terre pour Victor Hugo. Ah bon, alors, ils seront mariés 46 ans jusqu'à la mort d'Adèle et ils resteront amis. Mais les deux auront des amants. En fait, c'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte. Il rencontre la comédienne Juliette Drouet. Elle sera sa maîtresse durant 50 ans, le suivra en exil, mais ils ne se marieront jamais. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que recherche Juliette. Elle, c'est le phallus et tout ce qui lui permet de s'approprier physiquement Victor Hugo. Alors, celui qu'elle appelle affectueusement Toto est beaucoup trop glouton pour se contenter d'une seule femme. L'épouse et la maîtresse observent le défilé des femmes et des ribaudes dans le lit de tonton Toto, devenu grand-père depuis longtemps. Par exemple, à l'aube de la cinquantaine, il tombe amoureux de Léonie Donné, la femme du peintre Biard. Leur liaison de 7 ans conduit la dame en prison pour adultère. Céline Bas, compagne de sa fille Adèle, fait quand même le voyage depuis les Antilles pour lui.
il couche avec la jeune Judith Gauthier à l'âge canonique de 81 ans. L'amant donne de sa personne puisqu'il honore ses dames 3 fois par jour. Méticuleux, il conserve dans un carnet noir crypté en latin, espéranto et espagnol ses faits d'armes. Alors, les noms, les tarifications, les retours d'expérience, les dates, tout, absolument tout. À 22 ans, André Malraux et son héritière d'épouse sont ruinés. À force de jouer des boucantiers avec les rentes familiales, il fallait s'y attendre. Et pour couronner le tout, André Malraux, qui n'a toujours rien écrit, a très mal placé en bourse le peu d'argent qu'il leur restait. Beau papa et belle maman ne veulent plus rien faire et rappellent que le travail forme les braves. Les deux jeunes tourtereaux, eux, se souviennent que les voyages forment la jeunesse. Direction le Cambodge, dont André Malraux ne connaît pas grand-chose, à part quelques statues khmères au musée. Avec son épouse et un ami, il vole quelques bas-reliefs au fin fond de la jungle. Oui, on fait de l'argent comme on peut, bon, sauf que la police les attrape. Au procès, le futur auteur aura la grande gueule contre le juge qui ne va pas le louper. 3 ans de prison ferme. Clara se rendra-t-elle à la prison cambodgienne pour y apporter des oranges? Non, elle préfère foncer à Paris secouer l'intelligentsia qui, ma foi, trouve fort naturel de piller des œuvres culturelles dans un autre pays quand on est désargenté. Gide, Mauriac, Aragon, l'éditeur Gaston Gallimard signeront une pétition pour libérer le pilleur de temples. Et ça marche! André Malraux retourne en France furieux et sans les œuvres. Mais enfin, pour qui se prennent ces Cambodgiens de le dépouiller ainsi? Alors, il fait appel en justice pour récupérer ce qu'il dit être sa propriété. Après tout, c'est lui qui les a découverts. Quelqu'un a-t-il déjà condamné Indiana Jones? Non, le tribunal ne préférera pas lui répondre. Selon les mémoires de sa tendre moitié, celui qui fut ministre de la Culture justifiait les vols par « Vous ne croyez tout de même pas que je vais travailler ?» C'est sympa pour ceux qui bossent.